La nature est un livre ouvert, mais il faut savoir le lire. Ces mots de Carl von Linné, ou Linnaeus, résument son travail révolutionnaire. Au XVIIIe siècle, à l'avant-garde d'une ère d'exploration scientifique, Linnaeus vise à classifier le monde naturel, des plantes aux animaux, en un système compréhensible. Né en 1707 à Rashult, en Suède, Linnaeus est un jeune homme curieux, avide de savoir. Ses explorations des forêts et rivières nourrissent son imagination. Au cœur de la Suède, la nature sauvage l'entoure. Les arbres majestueux, les ruisseaux chantants, et les fleurs épanouies symbolisent cette quête inextricable de comprendre le monde vivant. Son parcours le mène à l'université d'Uppsala, où il dérange par ses idées novatrices. Cependant, ses concepts rencontrent une forte résistance, tant de ses pairs que de l'orthodoxie religieuse de l'époque. Le XVIIIe siècle est marqué par l'essor de la méthode scientifique. Les explorations rapportent de nouvelles espèces qui remettent en question les anciennes croyances. À ce moment, Linnaeus propose une solution audacieuse. Un système qui organise et classe les espèces selon des critères précis. Dans son laboratoire, il observe, compare, et prend des notes avec une minutie presque maniaque, se préparant à partager sa vision avec le monde. Il introduit le binominalisme, un nom composé de deux parties, genre et espèce. Par exemple, Homo sapiens représente parfaitement cette classification. Bien que certains accueillent son système avec enthousiasme, d'autres critiquent sa simplicité. Peut-on vraiment réduire la diversité de la vie à des étiquettes ? Dans les salons scientifiques de l'époque, les débats sont vifs. Des voix s'élèvent, clamant que la complexité de la nature ne peut être enfermée dans une structure rigide. Après la publication de son ouvrage phare, Systema Naturae, Linnaeus connaît gloire et controverse. Ses détracteurs questionnent sa capacité à saisir l'essence de la vie, mais il persévère, animé par sa passion pour la nature. Son système commence à se faire une place dans la communauté scientifique. L'utilisation du binominalisme se répand, et la nécessité d'une classification rigoureuse devient évidente. Au XIXe siècle, le besoin d'une classification transcendant les frontières culturelles se fait sentir. Les naturalistes, armés du système de Linnaeus, s'attaquent au défi de nommer et comprendre de nouvelles espèces. Charles Darwin, au cours de son voyage aux Galapagos, observe que certaines espèces défient les classifications existantes, remettant en question les fondements de la biologie moderne. Parmi ces explorations, les paysages des Galapagos se dessinent dans sa mémoire comme un tableau vivant. Les îles, au panorama à couper le souffle, sont parsemées de volcans, de plages immaculées et de forêts luxuriantes. Darwin se souvient du cri aigu des oiseaux marins, flottant dans l'air chaud. Il découvre les fameux pinsons au bec diversifié, si adaptés à des régimes alimentaires spécifiques. Cette observation éveille en lui des questionnements profonds sur l'adaptabilité et l'évolution des espèces. Au milieu de ces explorations, des figures comme Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, contribuent à populariser l'idée que la classification doit refléter des relations évolutives. Buffon, avec ses écrits, incarne une résistance aux dogmes établis. Pour lui, la nature est un organisme vivant, en perpétuelle transformation. Son argumentation influe sur de nombreux scientifiques de son époque, posant ainsi les fondations d'une réflexion sur l'évolution. Les botanistes européens établissent des herbiers, collections documentées selon les règles de Linnaeus, devenant des références scientifiques. Les herbiers sont des trésors de savoir, abritant des milliers d'échantillons de plantes, chacun soigneusement préservé et étiqueté. Ces collections permettent des comparaisons, des analyses et, surtout, la validation du système de Linnaeus. Cependant, la route n'est pas sans embûches. La résistance aux anciennes méthodes est palpable, et des débats se tiennent autour de la validité du système de Linnaeus. Ces détracteurs, armés de leurs propres observations, contestent la rigidité de sa classification et l'existence même de frontières claires entre les espèces. Malgré cela, son système s'impose comme l'outil incontournable pour décrire la biodiversité. Les nouvelles découvertes intègrent les espèces dans un vaste réseau de connaissances. Linnaeus a établi les bases d'un système scientifique interconnecté, inspirant des générations de naturalistes. Dans chaque coin du globe, ces principes de classification sont adoptés. Les explorateurs, en quête de nouvelles espèces, se fondent sur ces travaux pour nommer et décrire leurs découvertes, tissant ainsi un lien entre l'ancien et le nouveau. L'héritage de Linnaeus se renforce au fur et à mesure que Darwin se confronte à ses idées. Alors qu'il navigue dans son parcours intellectuel, il réalise que la hiérarchisation rigide de Linnaeus ne suffit plus à expliquer la dynamique de la vie. L'observation des pinsons des Galapagos, avec leurs becs adaptés à différents régimes alimentaires, remet en question cette classification. Une révélation s'impose à lui. La diversité de la nature, dans son ensemble, ne se plie pas aux catégories établies. Cette prise de conscience conduit Darwin vers la théorie de l'évolution par sélection naturelle, une idée audacieuse et dérangeante qui, malgré son enracinement dans des observations scientifiques solides, défie les croyances de son temps. Les corridors de l'esprit de Darwin bourdonnent d'une excitation nouvelle,
où chaque pensée devient une étincelle. L'idée que les espèces ne sont pas fixes, mais en constante adaptation, s'enracine dans son esprit. Il commence à concevoir que les environnements influencent les caractéristiques des êtres vivants, une vérité qui émerge des inondations de data qu'il acquiert au fil de ses observations. Quand il entend le chant délicat d'un pinson, il n'entend pas seulement une mélodie, il entend l'histoire de la vie, écrite dans le langage du changement. La scène de son retour à Londres est marquée par un mélange d'anxiété et d'excitation. En 1836, après 5 années de navigation, Darwin accostait à Falmouth, le cœur battant d'anticipation. Son esprit, agité par les découvertes extraordinaires, envisageait un monde qui n'avait pas encore ouvert les yeux. La société victorienne, empreinte de conservatisme, se préparait à recevoir des idées qui, pour certains, seraient considérées comme une menace directe contre les dogmes religieux. En se promenant dans les rues de la ville, il observe les visages familiers, mais une distance s'est installée entre lui et ces hommes de science aux valeurs figées. Ce retour est l'aboutissement de son voyage, mais paradoxalement, il est également le commencement d'un conflit intellectuel. Son carnet de croquis, devenu une source d'inspiration, est un véritable trésor rempli de notes, croquis et réflexions. Chaque page témoigne de ses observations, de ses pensées tumultueuses sur la vie et la mort, sur la lutte pour l'existence dans un monde qui ne cesse de changer. Au fil des jours, l'idée de l'évolution s'intensifie, devenant une obsession. La lutte pour la survie des espèces, le concept de sélection naturelle, se dessine comme un fil conducteur dans ses réflexions, révélant un schéma complexe tissé à travers les âges. En 1859, il publie L'origine des espèces, élargissant l'héritage de l'INAE. Ce livre devient rapidement un tournant majeur dans l'histoire de la science. Il ne renie pas le système de l'INAE, mais propose une compréhension plus vaste de la biodiversité. Il s'interroge: comment expliquer les variations au sein des espèces? Pourquoi les réponses à ces questions semblent-elles se cacher sous la surface d'une mer de complexité inexplorée? En exposant ses idées, Darwin reçoit à la fois des louanges et des critiques acerbes. Ses contemporains, partagés entre l'admiration et l'indignation, plongent dans de frénétiques débats intellectuels. Les publications scientifiques de l'époque, y compris celles de Thomas Henry Huxley, un fervent défenseur de Darwin, alimentent des discussions qui secouent le monde scientifique. Ces échanges sont souvent teintés de passion et de foi, illustrant le point de rupture entre la science naissante et les dogmes ancestraux. Alors, le système de l'INAE est réinterprété comme le socle d'une exploration plus profonde. Darwin, tout en reconnaissant l'importance du travail de l'INAE, suggère que la classification doit évoluer pour embrasser l'idée d'adaptation. Les idées de Darwin, en résonance avec celles de l'INAE, ouvrent la voie à une nouvelle ère scientifique. Les mots de Darwin, selon lesquels les espèces ne sont pas immuables, mais peuvent changer, résonnent comme un appel à repenser notre compréhension des relations entre les êtres vivants. À travers sa théorie, il trace un chemin pour l'avenir de la biologie, encourageant de futurs chercheurs à regarder au-delà des étiquettes et des classifications. Les réflexions sur leurs travaux transcendent la biologie. L'évolution, comme métaphore du progrès humain, nourrit des discours sur l'éducation et l'égalité. Les pensées de Darwin et l'INAE ne se limitent pas à la science. Elles encouragent une interrogation des normes sociales et des croyances. Leur héritage est un appel à l'action pour préserver la biodiversité. Dans un contexte de changement climatique, leur message reste pertinent. Chaque espèce joue un rôle vital dans l'équilibre de notre planète. L'héritage de l'INAE n'est pas seulement un ensemble de règles, mais une invitation à un dialogue continu avec la nature. La classification, pour lui, était une porte d'entrée vers une compréhension plus riche et plus nuancée de la vie. Son approche systématique, bien que critiquée, avait permis d'établir une base solide pour le travail de Darwin. À son tour, Darwin, avec sa théorie de la sélection naturelle, radicalise cette vision en alliant observations minutieuses et théories audacieuses. En confrontant les idées de l'INAE, il pousse la science vers de nouveaux horizons, suggérant qu'il est temps de voir la nature non comme une collection statique, mais comme un processus dynamique et fluide. La science et la nature se rejoignent dans un appel à la responsabilité. À mesure que le monde contemporain prend conscience des enjeux environnementaux, les principes établis par l'INAE et Darwin résonnent avec une intensité accrue. Les menaces pesant sur la biodiversité et les écosystèmes soulignent l'importance de leur vision. Leurs découvertes soutiennent la nécessité de conserver la biodiversité. La classification de l'INAE et les idées de Darwin nous incitent à considérer notre impact sur la nature. Alors que chaque avancée scientifique est une célébration d'un héritage, nous avons la responsabilité de protéger cette diversité pour les générations futures. Dans notre époque moderne, les idées de l'INAE et Darwin résonnent dans les mouvements de conservation. Des organisations et des citoyens s'élèvent pour défendre les espèces menacées, inspirés par le désir de préserver l'équilibre fragile de notre écosystème. Chaque campagne pour protéger une espèce menacée s'inscrit dans leur héritage. Les scientifiques, les écologistes et les citoyens se réunissent autour de l'idée que chaque maillon de la chaîne de la vie est indispensable. Leur travail n'est pas seulement académique,
il est profondément humain, enraciné dans la curiosité et l'émerveillement. En honorant leur héritage, nous pouvons écrire le prochain chapitre de la vie sur Terre. Leur appel à l'action et leur invitation à la réflexion nous incitent à questionner notre place dans la mosaïque de la vie. C'est en nous interrogeant que nous pourrons préserver la biodiversité pour l'avenir. L'histoire de Linnaeus et Darwin est celle d'une quête, d'une exploration, non pas seulement du monde extérieur, mais d'un voyage intérieur. Leur héritage continue de nous guider, à la recherche de réponses, mais surtout à la redécouverte de notre lien sacré avec la nature. En écoutant le chant des oiseaux, en admirant la beauté des paysages, et en apprenant à respecter chaque créature, nous honorons non seulement leur mémoire, mais nous affirmons notre responsabilité envers le monde qui nous entoure.